Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Target Success. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Pierre Grimaud. Salut Pierre, comment ça va? Hello Balthazar, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode. Du coup, Pierre, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire très rapidement ce que tu fais actuellement dans la vie? Tout à fait, merci de ton invitation. Aujourd'hui, je suis consultant en développement web. Pour faire assez simple, j'accompagne des clients et des agences dans la création du coup de projets axés surtout sur le web, donc on va dire le numérique. J'interviens aussi dans plusieurs écoles pour donner des formations du coup à des étudiants de la première à la cinquième année, notamment des écoles de web et d'écoles d'ingénieurs. Ok, parfait. Très belle entrée en matière. Tu connais le principe de l'émission, mais c'est de partir de façon chronologique. Donc, où est-ce que tout a commencé? Donc, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton parcours scolaire et c'est quoi tes premiers souvenirs avec le dev et Internet? Tout à fait. Alors, j'ai eu un parcours assez chaotique en étant étudiant, donc je vais repartir plutôt du lycée. Donc, on arrive dans les années 2005-2007. Je suis un ado un peu perdu, un peu comme beaucoup de jeunes Mhm. à cet âge-là. Je me retrouve donc à faire une filière assez générale. J'arrive à avoir mon brevet. De manière un peu difficile quand même. Les études ne m'intéressent pas forcément, faire des mathématiques, etc. C'est pas un Ouais. truc qui me branche. J'ai envie plus d'aller m'amuser avec mes amis, de sortir hein, plutôt que d'être plongé dans les études. Du coup, je m'oriente au fur et à mesure sur du coup un secteur assez général, une seconde. En première, je passe de justesse en première S. Mhm. Je suis toujours aussi perdu. Il n'y a pas de domaine où j'excelle. Je suis assez moyen, voire assez mauvais, on va dire, les études jusqu'à l'année du bac où on commence à me demander à choisir ce que je veux faire l'année suivante. Et là, je suis un peu perdu. Surtout que j'ai très mauvaise note en terminale. Finalement, quand on arrive en terminale, on commence à sortir un peu plus. Alors, on essaie d'être un peu plus indépendant. À l'époque, du coup, je travaillais pas. J'ai travaillé l'été de ma première, mais sans non plus gagner beaucoup d'argent. J'avais un peu placé l'argent pour pouvoir potentiellement prendre un appartement plus tard. J'ai essayé de voir un peu plus quand même sur l'avenir, ce que j'allais pouvoir faire, mais c'était toujours très flou. Et du coup, l'année de ma première, en fin d'année de première, j'ai eu mon premier accès à Internet. Donc, c'était déjà la DSL. J'ai pas connu les modems 56K comme certains. Donc, je suis arrivé très très tard sur Internet. Je me suis fait ma première commande sur eBay en 2007. Ok, ouais. Donc, à cette époque-là, c'était quelque chose qui m'intéressait. J'allais sur Internet, je découvrais des choses. Google est vite devenu un de mes meilleurs amis. Dès que j'avais des questions un peu globales sur la vie, sur n'importe quel sujet, j'allais sur Google, je tapais, j'avais ma réponse. Donc, c'était une grosse source d'information. J'ai vu qu'il y avait un bon potentiel avec plein de choses et je commençais à regarder un peu le marketing sur Internet, comment ça marchait, les publicités, etc. Et là, j'ai vu à l'époque un truc qui s'appelait AdSense, donc qui était la régie publicitaire de Google. Mhm. J'ai un peu creusé comment ça marchait et j'ai vu qu'avec un peu de développement, avec quelques scripts, on pouvait faire des sites qui s'appelaient des MFA, donc c'était Made for AdSense. En gros, c'était des sites avec plein de publicités, avec très peu de contenu, avec beaucoup de pages qui étaient du coup à optimiser niveau référencement pour du coup bah, faire venir les utilisateurs sur le site, déclencher les publicités, potentiellement qui cliquent dessus et du coup gagner un peu d'argent. Donc Mhm. j'ai commencé là-dessus en faisant ça. Du coup, j'ai trouvé un sujet à l'époque, je regardais pas mal de vidéos sur Internet, ou des vidéos un peu piratées qu'on téléchargeait, qui mettaient des heures et des heures à se télécharger. Donc, à cette époque-là, il y a le streaming qui est un peu apparu. Donc il y avait des sites plus ou moins légaux qui recensaient des films entiers que tu pouvais lancer depuis ton navigateur. Et du coup, je m'étais dit, je vais essayer de faire un site de streaming pour voir ce que ça va donner et mettre des pubs un peu partout. Ok. Au bout de quelques mois, il y a eu des articles qui sont parus un peu dans les news en disant le site machin a été fermé à cause de son contenu car il publiait beaucoup trop de vidéos illégales, des vidéos de films entiers. Donc j'ai eu un peu peur. Du coup, j'ai retiré en fait toutes mes vidéos Mhm. et je les ai remplacées par des bandes annonces que je récupérais sur YouTube. Donc à l'époque, il y avait, je pourrais même plus te dire, mais c'était les films de l'époque 2007-2008. Et du coup, en fait, pour accéder à ces vidéos, il fallait s'inscrire. Il y avait des pop-ins qui apparaissaient dans tous les Ah. sens. Il fallait cliquer dessus. Il y avait des pubs. Donc, c'était très déceptif pour l'utilisateur qui pensait arriver sur un site de streaming. En fait, il avait juste accès à du coup, des teasers des différents films.
Et au final, ça a commencé à me rapporter, alors, à l'époque, c'était pas énormément d'argent, mais les premiers mois, j'ai commencé à avoir 30, 40, puis après, c'est passé à 150, 400 euros par mois grâce, du coup, Ah à oui, ces quand même. publicités sur les sites. Ouais. Et donc là, on arrive à peu près en terminale où, donc c'était à peu près un an plus tard, où j'avais commencé à, du coup, me former plus en HTML, aussi en PHP pour pouvoir récupérer automatiquement des vidéos sur des chaînes YouTube je sais pas, des producteurs de cinéma qui mettaient du coup leur bande-annonce en avant. Et du coup, j'avais dû forcément me former en PHP pour faire ça de manière un peu plus automatisée. Il n'y avait pas tous les contrôles qu'on a aujourd'hui avec des captchas. Si jamais on lance des crawlers pour récupérer de sur YouTube, à l'époque, c'était plutôt facile d'accès. Mhm. Donc, du coup, j'avais essayé d'automatiser tout ça pour éviter d'aller avoir à récupérer tous les jours des nouvelles vidéos qui paraissaient sur YouTube, copier les liens, etc. Ça se faisait plutôt de manière automatisée. Du coup, tout ça en PHP. Ok. Et donc, du coup, j'arrive en terminale où bah, j'avais le choix entre développer mon site. Donc, c'était au début de l'été, donc en mai, juin, un moment où tout le monde est en train de se préparer pour le bac. Moi, j'ai préféré du coup mettre à jour mon site et l'améliorer. Résultat, j'ai pas eu le bac. Ah, Ouais, pas de chance. J'avais postulé aussi en parallèle sur des DUT informatiques et un DUT qui me plaisait beaucoup à l'époque, c'était le DUT SRC, Service Réseau de Communication, qui a été remplacé par le DUT MMI il y a quelques mhm. années. Métier du multimédia et de l'Internet. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais postulé, j'avais été pris à aucun DUT, donc j'avais au final rien pour l'année suivante. Donc, dans mon malheur, mais aussi par chance, j'ai pas eu le bac, donc du coup, j'ai rechangé. Enfin, j'ai recommencé une année de terminale pour du coup avoir le bac. Là, je m'étais dit, bon, j'ai déjà vu la plupart du programme, donc ça devrait pas être compliqué. Mhm. Oui. Donc là, on se retrouve l'année suivante, donc j'ai continué à faire des sites, etc. J'en ai fait plusieurs. Ça a commencé à vraiment me plaire. Je m'étais dit, bon, là, c'est sûr, je vais commencer à m'orienter du coup dans le web. Donc du coup, l'année suivante en terminale, je me dis, ça va être facile, je vais pas avoir de soucis. Et au final, bah, j'ai passé la moitié de mon année à pas aller en cours, et je me suis retrouvé au moment de passer le bac à encore rater mon bac, mais là, par chance, j'ai été au rattrapage. Oh, Et de la fil en troisième aiguille, chance. la troisième chance, et c'est ça. Et de fil en aiguille, j'ai été, donc ce coup-ci, par contre, j'ai eu les résultats du coup des inscriptions en DUT où j'étais accepté dans un DUT informatique. Bon, j'avais pas encore le bac, mais j'avais déjà quand même une porte d'accès à l'année suivante. Il me Mhm. restait plus qu'à avoir le bac en poche. Donc je me retrouve au rattrapage complètement flippé. J'ai appelé mes meilleurs potes à la veille, est-ce que vous pouvez m'aider à réviser, etc. On avait passé une soirée, on avait tous révisé. J'ai commandé des pizzas, enfin vraiment le briefing de dernière minute à l'arrache. Réunion Qui de a crise. apporté ces réunions de crise, ouais, c'est ça, hein. Ils étaient tous là, tu vas l'avoir, t'inquiète pas. Soutien moral très fort. Et je m'étais retrouvé finalement à passer le rattrapage sur un sujet que je maîtrisais plutôt bien. Ok. Et donc du coup, j'avais fait notion physique-chimie et en physique, j'avais eu un 7 de moyenne coefficient 8 et j'avais transformé mon 7 en 14, ce qui fait que j'ai pu décrocher le bac et ensuite du coup enchaîner l'année suivante sur mon DUT informatique. Donc ça a rassuré surtout mes parents, parce que mes parents à l'époque étaient très inquiet de mon parcours futur. Déjà, je passais mon temps sur Internet à coder, ils comprenaient pas forcément Mhm. quoi ça servait, etc. Ils voyaient que je gagnais un peu d'argent, ils se demandaient, mais comment tu fais? Non, mais j'ai des pubs sur un site, mais ils comprenaient pas le concept. Mhm. Du coup, je me retrouve accepté à Fontainebleau pour aller en cours en DUT informatique, donc je suis vachement motivé. Le problème, c'est que Fontainebleau-Paris, il faut prendre un courrier intercité, il y a à peu près 1 heure de trajet, et ensuite le DUT. Les locaux du DUT à Fontainebleau sont au sud de la ville. Il fallait prendre un bus, et si jamais je rate le bus le matin, je devais attendre le suivant qui était une demi-heure plus tard, il y avait 1 heure de marche. Et donc, le DUT me plaisait, mais il n'y avait pas le côté très très web. On a commencé à faire du C, des langages très bas niveau, et la programmation me plaisait, l'algorithmie ça me plaisait, etc. Mais j'avais pas ce côté web qui me manquait par rapport à ce que j'aimais faire. Et au bout de 6 mois, j'ai lâché le DUT, du coup, parce que ça me plaisait pas, et je me suis retrouvé à du coup rien faire, à continuer un peu à avancer sur mes sites, à améliorer. J'avais fait divers projets un peu qui m'ont apporté quand même pas mal d'expérience, mais sans grand intérêt pour bah, du coup la population globale. C'est des sites axés sur les jeux vidéo auxquels je jouais à l'époque. Et donc je me retrouve un soir à jouer aux jeux vidéo avec un pote, lui qui avait 1 an de moins que moi, et
2 ans de moins que moi, et lui qui, du coup, qui passait son bac cette année-là et qui me dit: «Ouais, je me suis inscrit sur admission post-bac». Et là, dans ma tête, je me dis: «Oh mince, du coup, moi, j'ai rien pour l'année prochaine, je vais peut-être m'inscrire aussi». Donc je Mmh. me retrouve à 22 heures à aller sur internet, admission post-bac, à m'inscrire, à remplir des dizaines de dossiers pour pouvoir, du coup, postuler, bah, là, retenter ma chance une troisième année de suite en DUT SRC. Heu, J'avais aussi travaillé, du coup, quelques semaines, pour une association, qui aidait, les, personnes âgées, donc c'était des services d'aide à domicile. Mmh. Je leur avais refait tout leur site internet avec une petite charte graphique assez rapide, mais ils étaient assez contents de moi et du coup, je les avais appelés, le lendemain en leur disant: «Est-ce que vous pouvez m'envoyer une lettre comme quoi, bah, j'ai travaillé pour vous, dans le domaine du web et que, bah, comme vous semblez avoir été heureux de mon travail, me recommander du coup pour faire des études de web». Ils OK. m'avaient dit: «Oui, on fait ça dans la journée» et cetera. Du coup, j'avais envoyé tous mes dossiers, vraiment in extremis le dernier jour et dans le dossier, j'avais, comme c'était des dossiers normalement admission post-bac, donc c'était, des dossiers qui étaient remplis par les professeurs qui avaient suivi les étudiants, en terminale. J'avais du coup aucune recommandation de mes étu de mes professeurs à mettre dans les dossiers. Donc j'avais mis un post-it en disant, «Étant déscolarisé cette année, je ne peux malheureusement pas remplir ces documents». Mmh. Et là, donc je laisse un peu courir, la chose, j'envoie mes dossiers, j'y pense pas trop et puis d'un coup, je commence à recevoir des lettres en me disant: «Vous êtes accepté, vous êtes accepté». Finalement, j'ai été accepté partout où j'ai postulé. Oh, cool. J'ai pas trop d'explications pourquoi, mais j'ai été accepté à des DUT, à Paris et des DUT, informatique, vraiment beaucoup déjà plus proche de chez moi, donc j'étais très heureux et surtout, j'ai été accepté en DUT SRC, donc à Marne-la-Vallée à la base. Donc là, c'était, pour moi un soulagement pour toute la famille, pour mes parents qui me disaient: «Ah c'est cool, tu vas pouvoir enfin faire ce que tu veux» et donc c'est là que la grande aventure du web a vraiment commencé pour moi, où du coup, l'année suivante, j'ai commencé du coup en septembre à des cours, heu, en DUT SRC. DUT SRC qui était, un DUT, pluridisciplinaire. En gros, j'ai fait à la fois de la vidéo, à la fois, de la du web design, à la fois du développement HTML front-end, à la fois du back-end avec du PHP. C'était vraiment pluridisciplinaire et en fait, pour moi, c'était quand même une grosse révélation. Ça m'a beaucoup plu. Heu, Étant, un petit peu déscolarisé depuis quelques années, c'était très difficile les premiers mois de suivre, une Mmh. formation vraiment de 9 heures à 18 heures tous les jours. Et des jours où je n'ai pas en cours parce que j'étais fatigué, parce que j'avais pas forcément envie et j'ai eu un coup de pression, je me souviens, c'était, juste avant les octobre, où en fait, j'allais avoir mes 20 ans et ma la responsable de l'axe du coup SRC m'a pris en aparté en me disant: «Si tu arrives encore un jour en retard ou si tu loupes encore une demi-journée de cours, bah, du coup, on sera dans l'obligation de t'expulser du DUT». Donc là, j'ai Ah. eu une espèce de d'épée de Damoclès, pardon, qui est arrivé au-dessus de moi et je me suis dit: «Waouh, si en fait je continue à faire un peu n'importe quoi, je vais vraiment louper ma chance» et ça fait déjà plusieurs années que j'ai des espèces de chances qui se renouvellent et là je peux Ouais. pas faire n'importe quoi. Je pense que c'est ma dernière chance. Après ça risque d'être trop compliqué pour moi pour l'avenir et donc du coup, je suis devenu vraiment très, très, rigide sur les horaires. Je me lèverais vraiment très tôt pour limite arriver une demi heure en avance en cours, mais pour au moins être sûr d'être là. Je me souviens, une anecdote, c'était, cette année-là, en décembre, il a fait très, 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 très froid, il y a beaucoup neigé et c'était une galère pour aller du coup à Marne-la-Vallée de Paris. Le RER était bloqué, je me suis, arrangé pour prendre 3 bus et un train et ensuite marcher 1 heure pour arriver en cours. Oh, la Quand j'arrive en motivation. cours, je vois du coup la responsable d'axe qui en me disant: «Qu'est-ce que tu fais là?» Je suis vraiment désolé, je suis en retard». J'ai failli pleurer, je me suis dit: «Je suis désolé». Elle m'a dit: «Mais non, mais j'ai envoyé un email ce matin, les cours sont annulés, il fait trop moche et personne ne peut venir». Ah. Du coup, je me suis retrouvé un peu bête, mais j'étais quand même heureux d'avoir pu être là, de dire: «Ah, je vois que tu fais des efforts, c'est bien». Je t'ai mis un coup de pression et c'était parce que je sentais que tu avais besoin du coup d'un espèce d'électrochoc et c'est bien, continue comme ça. Mmh. Du coup, je passe mon DUT, assez sereinement, j'ai pas des notes excellentes, mais les semestres se passent sans souci. Je rencontre pas mal d'étudiants, divers avec plus ou moins de compétences, des étudiants très axés front, des étudiants très axés bac. Donc c'était pour moi source de rencontres, de grandes rencontres que des gens que je vois encore aujourd'hui, que je fréquente aujourd'hui et avec qui maintenant je travaille aussi,
qui m'ont du coup ouvert des portes plus tard. Donc en fait, le réseau que j'ai pu me constituer à cette époque-là m'a grandement servi après, notamment lors de mes études supérieures et du coup de mon entrée dans la vie active quelques années plus tard. Ok. Donc du coup, qui dit DUT dit stage de fin d'année et j'ai fait mon stage de fin de dernière année dans une agence SEO qui lançait un logiciel web, du coup, pour faire de la gestion de flux. Donc j'ai postulé en stage chez eux, j'ai été accepté et en fait, j'ai appris énormément. J'ai eu une énorme montée en compétences en arrivant en stage. Donc je suis arrivé en stage en avril, j'ai terminé en août. Et à la fin, en fait, je m'étais dit, bah, tant qu'à faire, je me suis un peu euh, remis dans le cycle scolaire. Pourquoi ne pas tenter une licence? Mhm. Sachant que la licence qui m'intéressait, c'était une licence euh, qui s'appelle ATC. Et j'avais pris une licence ATC qui était à l'époque la suite logique d'un DUT SRC, du coup dans des études publiques hors école privée ou école d'ingénieur, avec une option intégration web et mobile. Donc ça correspondait vraiment à ce que j'avais fait déjà en SRC, ce qui me plaisait. Où je m'étais dit, j'avais vu les matières, j'avais fait des portes ouvertes et je m'étais dit, c'est vraiment ça que je vais faire. Donc j'ai postulé sur admission post-bac qui marchait aussi pour les études post-bac plus 2, donc post-DUT. J'ai été accepté, pas là où j'aurais voulu aller à Montreuil, mais plutôt à Bobigny, c'était à La Courneuve. Donc c'était Paris 13. Et donc là, j'ai demandé à la startup dans laquelle j'étais, est-ce que vous accepteriez de me prendre en alternance pour du coup une nouvelle année de cours? Ils m'ont dit oui, pas de souci. Ok. Et donc du coup, d'un point de vue études, bah, du coup, j'ai pu obtenir ma troisième année où là, j'étais quand même, moi qui ai toujours été plutôt dans le panier bas des étudiants, là, je me suis retrouvé un peu dans le panier haut, sans prétention, mais juste ce que j'avais pris en startup, en fait, c'était vraiment du logiciel web, donc en PHP pur, on n'utilisait pas de framework, tout avait été fait de zéro. On n'était pas beaucoup en tech, on était trois, donc deux stagiaires, ensuite on a pris une personne en CDI, on était vraiment pas beaucoup. C'était vraiment ambiance startup, on était dans des petits locaux. Quand je suis arrivé, on était quatre, donc c'était incubé par une agence, donc on était plus dans les locaux, mais à travailler vraiment sur le projet, on était quatre. Mhm. Et puis quand après j'étais en alternance, d'une semaine sur l'autre, on était cinq, après on était six, après on était 10. Il y avait une augmentation, parce que du coup le logiciel marchait bien, il y a eu pas mal de clients qui ont été signés au fur et à mesure. Donc il y avait pas mal de besoins, il fallait aller très rapidement. Le problème, c'est qu'on n'utilisait pas de bons outils au début, on n'utilisait pas Git, mais bon, peut-être pas, c'était 2011, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Donc on a appris sur le tas. Euh, le site de la société était en école d'ingé, lui, donc il était en alternance, donc c'était euh, un peu compliqué, mais c'était aussi très intéressant puisque il y a des features qu'on pouvait faire sans tester. On disait, vas-y, on les met en prod, on verra ce que disent les clients. Il n'y avait pas de review. Il y avait une petite review avant. Attends, je peux voir sur ton ordinateur comment ça marche? On appuie sur les boutons. Ouais, ça me semble pas mal en local, vas-y, mets en prod. Alors, pour mettre en prod, on envoyait ça via FTP. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, mais le début, c'était vraiment comme ça. Le temps qu'on regarde un peu de documentation, qu'est-ce qui se fait dans le domaine, etc. Donc, c'était très formateur. On s'est pris des coups durs parce qu'on a fait des trucs un peu des fois n'importe quoi. On a perdu la base de données, on s'est fait voler les ordinateurs, on n'avait pas de Ah, sauvegarde de code, à part sur le serveur. Il y avait pas mal de péripéties, mais qu'on était vachement euh, formatrice sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et comme on avait pensé au début une architecture pas forcément avec beaucoup d'utilisateurs, non scalable, on s'est vite retrouvé avec des limites mhm. d'utilisation. Donc on a dû trouver des espèces de, euh, de contournements en mettant plusieurs serveurs en parallèle. Mais en fait, il y a une seule base de données. Et à l'époque, pour nous, c'était nouveau. Ouais. Il y avait déjà des bonnes techniques à appliquer et à ne pas appliquer, mais c'était quand même un peu du bricolage en Ouais, fait. c'est Et c'est du système D, quoi. bricolage qui, exactement, système D. Et donc, il s'en est suivi que j'ai réussi à avoir ma licence qui a été un véritable hold-up. Grosso modo, j'avais un projet annuel qui avait un coefficient énorme sur lequel j'ai pas bossé du coup de l'année. Et en fait, on s'est réveillé avec la personne qui était en tech. C'est un projet très intéressant. C'était un peu comme des projets que tu peux connaître toi dans tes études. On avait un vrai client Mhm. qui avait un besoin et il fallait répondre à son besoin, donc en lui proposant potentiellement une charte graphique, un site internet, une application, peu importe. On devait faire un site internet pour une association qui
qui faisait des spectacles de rue. OK. Et du coup, on avait un site à prévoir. Et en fait, les grosses fonctionnalités, c'était que quand un article était publié, donc c'était un site WordPress, quand l'article est publié sur le back-office, ça publie aussi ça sur Twitter et sur Facebook. Mmh. Donc en soi, on avait des plugins qui existaient tout faits, mais notre professeur qui encadrait le projet nous a demandé de faire le plugin de zéro. OK. Et donc je me suis retrouvé 2 jours avant à aller regarder comment marchait la doc API Facebook et Twitter, qui étaient à l'époque beaucoup moins Oui. contraignantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut développer une application à côté, il faut connecter tout ça. Il y a un système d'authentification qui est plus poussé qu'à l'époque. Et du coup, j'avais passé 2 journées, bon, quasiment à pas dormir juste avant la soutenance, mais du coup à développer ce plugin, à faire une démo en live, et les profs avaient été bluffés de ce qu'on avait fait, et du coup, j'avais eu, je crois, à 18 ou 19 Oh, propre. avec un Quake 7. Du coup, j'avais eu moi ma licence mention bien, alors que j'avais arrêté mon bac encore 2 ans, 3 ans avant, quoi. Mmh, ouais. Donc ça avait été pour moi une espèce de revanche sur la vie, Ouais. revanche sur les études, où je fais ce qui me plaît, et je peux montrer que je peux y arriver. Mmh. Et grâce à ça, donc j'ai rencontré d'autres étudiants durant ma troisième année, et on se posait toutes la question: qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on tente une école ou un truc comme ça? J'avais fait pas mal de salons, et j'étais tombé sur une école qui s'appelle le SGI, qui me plaisait beaucoup, parce qu'elle proposait un diplôme à la fois un peu stratégie e-business, donc c'était un côté un peu business plan sur des projets tech, etc. Et aussi une partie très technique mais axée web. OK. À l'époque, des écoles web, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en voit fleurir un peu partout. Et il en existait plusieurs, mais c'était vraiment celle-là qui m'avait plu. Et du coup, j'avais motivé quelques, euh, quelques personnes du coup de ma licence à me suivre. Et on avait tous postulé, on avait tous été pris. Et du coup, j'arrive en début de quatrième année, du coup, à l'ESGI. Entre-temps, j'avais reparlé du coup à ma startup s'ils étaient d'accord pour me garder encore en alternance pendant 2 ans. Il m'a dit, mais oui, bien sûr, pas de souci. OK. Donc, je continuais du coup dans la même société, mais du coup dans une autre école. Et en arrivant à la journée de rentrée à l'ESGI, j'ai retrouvé pas mal de personnes avec qui j'avais été en DUT aussi. Donc en fait, on arrive sur une promo, on était 60, on était séparés en 2 groupes, et il y avait au moins 10 personnes que je connaissais du coup dans l'école. Donc il y a eu, ça a été un peu une retrouvaille avec les gens de DUT, plus les étudiants que j'avais qui m'accompagnaient depuis la licence aussi. Donc on s'était retrouvés vraiment avec une promo où en fait il y avait vraiment une forte synergie entre nous, et puis chacun s'était un peu spécialisé dans des domaines différents. Mmh. Et c'est ça qui nous a vraiment sauvés quand on faisait des projets à l'EGI. L'EGI, pour moi, c'était une bonne école formatrice. Donc, elle était en alternance, donc un rythme de une semaine en cours, et une semaine assez chargée. On faisait du 8h30 à 19h30, voire 20h tous les jours, OK. avec plusieurs matières en parallèle. Donc, c'était pas une semaine intensive d'une seule matière, c'était 3 heures le lundi, puis jeudi après-midi, 3 heures de la même matière. Et entre-temps, on avait à peu près, je veux dire un chiffre un peu arbitraire, mais entre 4 et 5 matières par semaine. Et on avait souvent des projets, des exercices à rendre du coup d'une semaine à l'autre. Donc en fait, quand on était en entreprise, on devait du coup travailler sur nos projets ou avancer des projets, et on avait des jalons au fur et à mesure des semaines. Jusqu'à la fin de semestre, où là, il y avait des soutenances sur quasiment toutes les matières. On devait rendre des business plans, des audits de sécurité, des applications web. J'ai fait de l'iOS, développement Android avec Java à l'époque, applications PHP, etc. Il y avait pas mal de matières différentes. Et du coup, euh, on devait souvent faire nos projets en groupe. Et en fait, le fait d'avoir connu des gens avant et de connaître un peu leur domaine de compétences, certains étaient spécialisés en JavaScript, moi beaucoup en PHP. En fait, on s'arrangeait pour euh, répartir les projets par domaine de compétences. Donc en gros, quand il y avait des projets back, c'est plutôt moi qui faisais la grosse partie architecture, et dès qu'il y avait des petites fonctionnalités, c'était d'autres personnes qui travaillaient sur le projet. Du coup, on arrivait vraiment à bien répartir la tâche Mmh. sans non plus tous travailler de manière à essayer de comprendre des choses, des domaines de compétences qu'on maîtrise pas. Mmh, ouais. Et je pense que cette force qu'on a eue, d'autres groupes ne l'ont pas eu, enfin quasiment aucun groupe ne l'a eu, c'est-à-dire que, je sais pas, sur un projet à rendre en fin de semestre, la moyenne de travail par étudiant devait être enfin, estimée.
par les professeurs de être de 15 à 20 heures par personne. Nous, ça nous prenait 5 heures par personne parce que du coup, la plus grosse partie du projet était faite par une personne et les autres remontaient à la fin sur le projet pour comprendre un peu comment c'était fait et du coup apporter quelques modifications, mais sans non plus avoir besoin de tout comprendre de zéro, puisqu'au final, la personne qui avait fait le projet expliquait aux autres comment ça marchait. Ouais, ouais. Vous avez Donc en réussi fait, à on s'est monter retrouvé. une équipe pluridisciplinaire qui fait que bah, dès qu'il y avait un besoin, bah, il y en avait toujours au moins un qui savait vraiment bien le faire. Et après, Exactement, tu rajoutais des fonctionnalités par un peu tout le monde. Et c'est clean, exactement, tous les c'était projets sont ça. clean, quoi. Tous les projets étaient clean, c'était une base était posée par du coup l'expert dans le domaine. Donc ça se retrouvait aussi sur des projets où il n'y avait aucun expert. Donc là, c'était un peu plus compliqué, mais là, on s'y mettait tous en même temps. Ouais, à l'époque, j'habitais juste à côté de l'école. Après les cours, je disais, venez, on va chez moi, on bosse. Je me bossais jusqu'à 1 à 2 heures du mat. Mais c'était vachement, c'est une très bonne expérience, je trouve, d'avoir fait cette école. Je regrette pas du tout aujourd'hui. Et, je suis content du coup d'être sorti de cette école du coup après 2 ans avec le diplôme en poche et du coup avec un CDI proposé par la startup dans laquelle j'étais à l'époque. Ok. Donc, j'ai été diplômé en 2014 et je suis resté jusqu'en 2016 en startup. J'ai décidé de changer. Ça faisait 5 ans que je suis dans la société du coup en comptant mon alternance et je commençais un peu à tourner en rond, à faire les mêmes choses. Comme j'avais travaillé sur le logiciel principal depuis de nombreuses années, je connaissais vraiment le truc par cœur et je faisais pas mal de support technique, de correctifs, etc. Et c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Ok. Il y avait un projet de refonte en interne dont le but était de refaire une plateforme beaucoup plus scalable. Et le problème, c'est que du coup, il y a une nouvelle équipe qui a été recrutée, donc, mais qui était plutôt dédiée sur du coup la nouvelle plateforme à mettre en place. Et du coup, moi, j'étais plus attribué, enfin plus assigné à faire des correctifs sur l'ancienne plateforme, à la maintenir le temps qu'il fasse une migration, mais la migration a duré au final 2 ans. Ah, ok. Et quand j'ai vu que j'ai pas été mis de côté, mais c'est juste que j'avais beaucoup de travail à côté, ce qui fait que je pouvais pas forcément faire beaucoup de fonctionnalités sur la nouvelle version. Du coup, j'ai décidé de partir à ce moment-là. Et comme quoi le réseau ça marche, je vais t'expliquer ce qui s'est passé après, c'est Ah, que je me suis retrouvé du coup à une conférence Symfony Live en 2000 du coup 16 où j'ai revu un ancien étudiant, un ancien pote avec qui j'étais en DUT qui me dit ah du coup tu fais du Symfony. Alors moi à l'époque j'en faisais pas, mais on avait été au Symfony Live du coup pour en apprendre plus pour voir s'il n'y avait pas des projets en startup parce que, on faisait aussi des side projects en interne si on pouvait pas tester cette Symfony sur plusieurs side projects en interne. Et j'avais posé ma démission du coup une semaine avant. C'était en avril. Et je devais finir, je crois, fin juin, fin juillet. Donc je rencontre ce mec-là du coup à la conférence. Il me dit que je chercherais pas un job en Symfony par hasard. ah, tiens, tiens, Je tiens. lui dis c'est marrant que tu m'en parles. C'est un truc que j'aimerais bien faire et j'ai posé ma date il y a une semaine. Il m'a dit ah bah c'est cool. Vas-y on va boire un verre la semaine prochaine et on s'en parle. Du coup il m'en parle. Euh, on se rappelle un peu du coup le bon vieux temps. Ah, tu te souviens quand on était en études, les soirées, machin, quand on travaillait sur des projets. Ouais, ouais, je me souviens. Et machin, tu sais ce qui devient? Ouais, bah ouais, j'ai fait une école avec lui. Ouais, bah moi, je suis parti en vacances avec lui il y a 2 ans. Enfin bon, on s'est remémoré un peu les bons souvenirs et c'est quelqu'un que j'avais un peu perdu de vue et avec qui que j'apprécie bien. Et du coup, il m'a dit, bah si tu veux, tu peux rencontrer mon boss la semaine prochaine et on peut voir si ça peut matcher. Du coup, j'ai rencontré le boss qui était du coup qui est devenu ensuite mon futur boss, parce que du coup, j'ai accepté leur proposition pour aller travailler chez eux. Donc, je suis arrivé dans une agence du coup digitale qui avait quand même un fonctionnement totalement différent d'une startup, avec déjà un cadre de travail beaucoup plus poussé et surtout un environnement et des besoins techniques qui n'étaient pas du tout les mêmes que sur un logiciel web que j'avais pu voir en startup. Donc là, je me suis retrouvé dans une espèce de nouvel univers, parce que du coup, l'agence, ça marche pas du tout pareil. Tu vas faire des projets de manière un peu moins agile. Tu as quand même de l'agilité qui est faite, mais tu as un recueil de besoins qui est fait en début de projet. Ensuite, tu vas pouvoir du coup estimer ce qu'il va falloir faire pour répondre à ce besoin, donc le besoin du client. Et ensuite, tu vas avoir des phases de production. Donc, nous, on faisait des sites de A à Z. Donc, en gros, on avait potentiellement de l'UX qui était fait en interne. Puis, une fois que l'UX est validé, ça passait en créa. Une fois que la créa était validée, ça passait en intégration, donc avec du coup du développement front-end. Ensuite, en parallèle, il y avait le développement back-end qui commençait du coup pour pouvoir commencer à répondre, par exemple, à des besoins d'administration. Prends l'exemple d'un site corp, donc avec
des blocs spécifiques, un slider, des choses comme ça. On travaillait sur un CMS interne qui avait été fait chez Bius avant que j'arrive, qu'on a continué à maintenir du coup bah, jusqu'à mon départ à la société cette année. Et du coup, il y avait pas mal de choses qui étaient faites de zéro. On n'avait pas on n'utilisait pas WordPress ni Drupal, etc. Sauf sur certains projets spécifiques où c'était demandé par le client. Mmh. Du coup, on avait quand même une base de travail énorme qui nous permettait de pouvoir répondre au maximum aux besoins des clients, jusqu'à éditer le moindre lien sur n'importe quel site, dans n'importe quelle langue, puisqu'on avait une gestion de traduction sur notre CMS interne. OK. Et donc, du coup, je suis resté ensuite 4 ans chez Biguse, donc de 2016 à 2020, où là, je pense que c'est le moment où j'ai appris le plus de choses en compétences. OK. Il y a, le changement de société, ça a été un espèce de renouveau technique pour moi, où j'ai dû du coup bah, monter en compétences sur Symfony. Donc, je travaillais pas mal sur PHP avant, et j'avais vu utiliser quelques composants Symfony, sans non plus utiliser tout le framework en interne. Et en fait, quand je suis arrivé chez Linux, on m'a dit: «T'as jamais fait de Symfony? OK, bah, on va te laisser faire, regarder un peu comment ça marche». Au final, en une semaine, j'ai été autonome, où j'ai compris 70% de l'utilisation du framework très rapidement. Au bout de 2 jours, j'allais voir la personne avec qui je travaillais en lui disant: «Tu peux me donner une vraie feature à faire? Parce que là, du coup, je pense que j'ai compris comment ça fonctionne». Il m'a dit: «Bah, vas-y, si tu veux tester, OK». Et du coup, je teste. Bah, voilà, c'est bon, j'ai fini à la fin de la journée. Il m'a dit: «Ah ouais, déjà?» Je fais: «Bah ouais, regarde, tu veux que là, c'était un module où fallait pouvoir mettre en favori des projets sur un site, proposer des projets avec des donations potentielles, donc avec une inscription, etc. Et du coup, je me suis retrouvé à faire une fonctionnalité assez facilement, parce que pour moi, c'était assez inné, c'était assez logique. Et Mmh. il m'a dit: «Ah, tu quand même monter assez vite en compétence». Je lui ai dit: bah, je sais pas, ça me semble OK. Après, ça fait, du coup, depuis 2007 que c'est du PHP, ça faisait 9 ans, que ce soit dans un cadre avec un framework ou sans framework, ça reste quand même sensiblement la même chose. C'est Mmh. juste la logique qui diffère un peu, quoi. Et du coup, bah, j'ai continué du coup à travailler en interne sur divers projets assez gros dans certains cas, des projets qui ont duré 6 mois, d'autres qui étaient plus courts, sur des durées de 3 semaines à mois, de la maintenance d'applications, etc. Vraiment un travail normal de développeur back, Mmh. PHP Symfony dans mon cas, jusqu'à 2019, où mon boss me prend en aparté un jour avec un autre développeur en me disant: «Je pars». Et alors Oh. là, on se regarde tous les trois. Il y a un petit blanc qui dure 15 secondes, un blanc très pesant. Et Mmh. alors on regarde, et moi, pour rire, je lui dis: «Tu pars en vacances?» Il me fait: «Non, non, je quitte la société». C'était le responsable technique de la société OK. qui partait, et qui me dit je fais: «Du coup, on va faire quoi?» Il me fait: «Bah, en fait, j'aimerais que les tâches que je fais», donc il était en société depuis plus de 10 ans, «les tâches que je fais dans la société, j'aimerais que vous les récupériez tous les deux, et du coup, vous preniez grosso modo mon job, donc à deux, pour que ce soit moins compliqué pour vous et pouvoir continuer ce que vous faisiez avant sur vos projets». Du coup, répartir un peu la tâche euh, dans les mois et les années qui vont venir, quoi, jusqu'à potentiellement un changement en interne. Mmh. Du coup, bah, j'ai été promu en 2019 responsable technique, du coup, en binôme avec avec la personne du coup qui m'avait fait rentrer dans la société. Où là, en fait, j'ai vu un peu plus l'ampleur du décor, de tout ce qui va être réponse à des appels d'offres. Donc, en fait, il fallait du coup pouvoir répondre à des besoins clients, budgétiser tout ça, proposer des options en fonction des budgets, etc. Donc, aller plus loin que la technique, aller en amont de la technique, Mmh. réfléchir quoi faire par rapport aux besoins, récolter le maximum de besoins possibles. Est-ce qu'il faut que votre site ait besoin de pouvoir répondre à 10 000 requêtes par seconde, ou est-ce qu'il y a besoin de stocker beaucoup de données en base de données, des choses comme ça qui demandent quand même un peu d'expérience. Tu peux pas te dire, en fait, mon site, je fais mon site perso, il faut qu'il y ait 10 000 personnes qui puissent aller dessus. Bah, oui et non, parce que du coup, c'est un site personnel. Il y a beaucoup moins d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de trafic par rapport à un site de news type 20 minutes ou quoi que ce soit. Mmh. Du coup, jusqu'à ce confinement, l'arrivée du Covid, où j'avais monté ma société en 2019, parce que du coup, j'ai commencé à faire un peu de freelance en parallèle depuis 2018. Euh, j'ai commencé à donner des cours aussi depuis 2018, après avoir rencontré
été recontacté aussi par hasard par un ancien de l'EGI. Il m'a dit: «Ah, je gère un axe dans une école qui s'appelle l'IM, est-ce que ça t'intéresserait, du coup, de donner, des cours de symphonie?» Je lui ai dit: «Bah ouais, pourquoi pas». On m'avait proposé de donner des cours après ma licence, après avoir, i le projet annuel que j'avais fait, donc tout à l'heure, je t'avais expliqué sur Oui, le plugin WordPress. le plugin WordPress, ça avait un peu impressionné les professeurs et du coup, ils m'avaient demandé: «Est-ce que à l'époque, on a, envie de donner, heu, un module, côté API, un peu divers et variés, est-ce que ça t'intéresserait de donner ce cours?» À l'époque, j'étais en alternance, j'avais pas forcément le temps, j'avais refusé, gentiment, je leur ai dit: «Bah, j'avais dit: «À l'occasion, si ça t'intéresse, re recontacte-nous, on pourra en reparler». Donc ça, c'était, en 2013, donc c'était il y a longtemps, donc Ouais. j'ai jamais osé la recontacter à l'époque et puis là, le fait que c'était Arthur Kenfack, qui était du coup un ancien responsable de l'axe CWM, développement web, à l'IM m'a proposé du coup de donner des cours, bah, j'ai accepté, sans réfléchir en me disant: «Ouais, j'en avais envie à l'époque, j'ai pas pu, là j'ai un peu plus de temps, je pense que c'est le moment de tester ça» et ça m'a tout de suite plu, Mmh. le fait de pouvoir, transmettre des choses, que j'ai pu apprendre ces dernières années, les problématiques auxquelles j'ai été confronté, ça a été une espèce de révélation pour moi qui m'a donné encore plus envie de m'investir du coup dans la tech, d'un point de vue personnel ou même d'un point de vue, global, en participant à quelques projets open source à gauche à droite. Hem et du coup, notamment de bosser aussi pour mon compte, en parallèle de mon travail, chez Bigus. Du coup, ce travail en parallèle a commencé à grossir au fur et à mesure du temps parce que du coup, j'ai travaillé sur des projets à gauche à droite au départ pour, dépanner un peu des amis, ils disaient: «Ah, il y a un petit truc en PHP, tu veux pas m'aider?» «Ouais, ça marche, je te fais ça» et au fur et à mesure de bouche à oreille, j'ai eu, on m'a recommandé pour divers projets et à la fin, ça me prenait beaucoup plus de temps de travailler sur mes projets free que le temps que je passais au bureau, du coup, chez Bigus. Donc je me suis dit, en plus avec l'histoire du confinement et cetera, où il y a eu pas mal de réflexions personnelles chez beaucoup de gens, je pense, Ouais. beaucoup de gens, dû se dire, en fait: «Est-ce que c'est vraiment ça ma vie?» et cetera. Moi, je me suis mis face à la réalité en me disant: «Bon, je travaille énormément, je devrais peut-être travailler un peu moins, mais peut-être travailler pour mon compte où je vais pouvoir potentiellement choisir, bah, de travailler, beaucoup un mois et puis le mois d'après me reposer un peu, Ouais. ou travailler sur des projets qui me plaisent vraiment». Parce que du coup, forcément, quand tu es en agence, tu travailles sur des projets qui te plaisent et d'autres qui plaisent moins. Heu, du coup, là, j'avais envie de me donner, carte blanche pour, du coup, faire vraiment ce que j'aime et du coup, pouvoir, limite choisir mes clients en disant: «Bah, ce projet-là qu'on me propose, il me plaît pas trop, je le refuse. Par contre, celui-là, ouais, je vais le prendre parce que c'est un truc qui me botte bien, le contexte, le sujet, la tech et cetera». Il y a plein de facteurs Mmh. qui définissent le choix d'un projet et donc du coup, j'ai posé ma démission chez Bigus, en mai 2020, donc cette année et à partir de j'ai terminé fin août et donc depuis septembre, je suis à mon compte. Du coup, je travaille sur, donc là, plus sur du consulting, donc je fais quand même des projets, web pour des clients en one to one. Donc je travaille aussi avec, plusieurs équipes en parallèle dans des projets. Donc, je travaille avec des créas, des front-end, développement front-end, qui sont plus, côté, ils sont tous en freelance aussi quasiment, donc on a Ouais. du groupe de freelance à travailler ensemble. Ça marche vraiment bien, parce que du coup chacun bosse un peu pour son compte, donc en fait les gens ont envie d'aller le plus vite possible. C'est pas comme en entreprise où tu sais que tu vas être payé à la fin du mois et que tu travailles, 5 heures par jour ou 7 heures, tu auras quand même ta paye. Donc Ouais. il y a moins d'enjeux en entreprise par rapport à une équipe de freelance qui travaille ensemble. Ouais, il y a une certaine. Et T'as le petit compte à rebours dans ta tête qui fait que ça te motive plus à donner à fond et être vraiment bon dans les délais, exactement, quoi. ouais, c'est ça. C'est que tu pas le choix, tu travailles avec une autre personne, et puis, enfin, plus tu vas vite, mieux tu fais ton travail et plus ça bah, tu vas gagner du temps parce qu'au final, tu as une rentabilité personnelle à à à à faire. Si tu travailles, si tu vends, 10 jours de développement et que tu en passes 20, tu pas rentable. Mm. Tu es rentable quand même parce que du coup, c'est ton travail personnel, mais l'intérêt quand même d'être freelance, c'est d'être confort. Le jour où tu as plus de projet, il faut que tu aies quand même une marge de sécurité Ouais. par rapport à tes revenus d'avant. Donc il faut pouvoir jauger tout ça et du coup, c'était vraiment pour moi enfin, là, je vais pas dire que j'ai eu ma meilleure vie, mais pas loin, quoi. Ouais, Heu, tu sens vraiment que la c'est transition t'a fait du bien. ouais, la transition m'a fait du bien, surtout que j'ai eu un grave accident, au début de l'été. J'ai passé presque 2 mois à l'hôpital et ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai été alité à pas pouvoir bouger, à pouvoir rien faire et donc du coup, quand tu es à un moment de ta vie où tu te dis: «En fait, j'ai failli mourir, par chance, j'ai aucune séquelle».
retrouves quand même à te dire, maintenant je vais faire vraiment ce que je veux, quoi. Mmh. Et si demain je veux pas travailler, bon après tu prends des engagements quand même avec tes clients, tu peux pas te dire: «Bon en fait, je dois rendre un projet à la fin du mois, puis finalement je décide de plus travailler», tu peux pas faire ça. Oui, oui. Et tu peux te dire: «Je travaille beaucoup pendant 2 3 mois et ensuite je fais un break de X temps où je sais pas, je travaille pour des associations et cetera». Moi, c'est un truc qui me tient aussi à cœur de travailler pour des projets, qui ont un réel but, quoi. Ouais. Faire du, faire de la com, faire du marketing, c'est un enjeu financier pour le client, mais tu sauves pas des vies, quoi. C'est un truc que Oui, oui. je répète souvent, aux gens qui sont un peu stressés par leur travail, surtout dans le développement web. Tu sauves pas des vies, quoi. Mmh, oui. C'est juste développement, c'est beaucoup de marketing. Heu, il y a de l'argent en jeu, certes, mais il y a pas un enjeu. Tu es pas médecin, tu es pas, heu, au service covid en ce moment. Eux, ils ont un vrai enjeu. Mmh. Ils ont des vraies raisons d'être stressés par rapport à des développeurs qui ont juste, en plus, du coup, une qualité de vie qui est quand même assez bonne parce qu'un métier de développeur, c'est quand même un métier qui est quand même, bien payé, on va pas se mentir. Mmh. Hem, donc autant pas stresser, autant, à essayer d'aimer ce qu'on fait. Ça, c'est je pense quelque chose qui est très important. Heu, travailler pour travailler, c'est bien, mais travailler aussi pour être content de ce qu'on fait et s'épanouir, c'est le plus important. Ouais, trouver du sens à ce qu'on fait, ça le rend tout de suite, meilleur, quoi, et ça nous rend épanoui, quoi. Exactement. Du coup, moi, je voulais rebondir un peu parce que comme tu as parlé d'être prof, tout ça. Là, qu'est-ce que tu dirais pour, un étudiant ou, un mec qui est au lycée qui a envie de commencer le dev? Qu'est-ce que tu lui dirais? Un conseil? Un conseil pour quelqu'un qui veut commencer le dev? Ouais. Hem, j'ai envie de lui dire: «Trouve-toi un projet. OK. Trouve-toi une idée et teste. Mmh. Trouve-toi une idée». Je pense que le plus important, c'est la motivation. Hem, parce que il y a des gens qui vont être un peu plus logiques, par nature, ça c'est la vie, on a tous des cerveaux qui marchent différemment. La logique, heu, tu as certes besoin d'un développeur, mais ça peut se travailler. Il y a des gens pour qui les conditions, faire des conditions dans du code, je prends l'exemple de boucles for avec des conditions, if else et cetera, c'est pas forcément inné, mais ça se travaille. Mmh. Et du coup, pour que ce soit motivant, il faut que tu trouves un projet qui peut Ouais. te plaire. Je sais pas, par exemple, tu te dis, «Je suis fan de cinéma, je vais faire un site sur le cinéma» ou un truc comme ça, quoi. À mon avis, c'est le meilleur moyen de pouvoir se lancer et de se donner les compétences, trouver quelque chose qui te plaise, qui te permet du coup de développer tes compétences. OK. Et du coup, est-ce que en parallèle de, quand tu étais, bah, en agence SEO, enfin, en start-up puis après en entreprise, est-ce que tu continuais quand même à faire des projets perso, toi, de ton côté? Ouais, ouais, j'en ai fait beaucoup, ouais. J'ai, un projet, qui était un de mes main projects que je maintiens encore aujourd'hui. Quand j'étais du coup en 4e année, j'ai dû développer une application sur iOS 6. Donc Mmh. je te dis ça, c'était il y a un bail iOS 6. Et en gros, on voulait refaire l'application RATP, mais d'une manière un peu plus propre. OK. Qu'à l'époque, le design était horrible et du coup, on s'était dit, bah, le projet c'était de faire une application et on s'était dit: «Bah, venez, on travaille sur un sujet RATP». Pour ça, j'avais regardé un peu sur internet, je voulais avoir accès à l'API RATP pour afficher du coup les trains en temps réel. Tu saisissais dans ton application directement ta station à côté de chez toi, ta ligne, et ça te mettait les trains, enfin, ou les métros, au prochain avec le passage, donc en temps réel, avec les prochains horaires. Et donc pour ça, il a fallu développer une API à côté de l'application. Donc en fait, ton application se connecte à ton API, qui du coup ton API qui va te renvoyer de la donnée, qui est une interface de programmation, qui va te renvoyer de la donnée brute, qui va être récupérée par l'application et qui va être affichée dans l'application. Et du coup, ce projet, donc je l'ai fait, à l'époque, il y avait pas d'API ouverte RATP, du coup, j'ai fait un scrapper du site de la RATP.fr où quand tu appelais certains paramètres dans l'URL, j'extrais du code HTML les données des prochains trains. OK. Bon, en soi, c'était pas légal, mais bon, pour un projet étudiant, ça passait. Oui. Et du coup, le prof à l'époque nous avait dit: «Est-ce que vous pouvez mettre votre application iOS et du coup votre source sur GitHub?» Du coup, j'avais mis mon projet RATP sur GitHub et j'y ai pas trop fait attention. À l'époque, GitHub, pour moi, c'était plus un dépôt de code plutôt qu'un réseau social. Enfin, c'est pas vraiment un réseau social, mais ça donne quand même une grosse connotation sociale des projets, du coup, de dev, notamment l'open source. Du coup, j'avais laissé ce projet, ouvert sur GitHub et de temps en temps, je recevais des mails de mecs qui me disaient: «Ah bah, en fait, à la base, dans le contexte, on avait juste fait notre application sur le RER A, le RER B». Et un OK. jour, il y a une personne qui trouve mon mail et qui m'envoie un mail en me disant: «Est-ce que ça serait possible via ton API que tu as mis en ligne là, de pouvoir gérer les métros aussi?»
Je me suis dit, bah ouais, carrément, pas de souci. Donc, je fais quelques modifications pour que ça puisse aller récupérer les données du métro en parallèle. Ça me prend, je sais pas, 4-5 heures à dev. Je la mets en ligne. Le mec me dit merci, c'est trop cool, etc. Puis, je sais pas, un mois après, il y a un mec qui m'envoie un message, pareil. Est-ce que tu peux ajouter le tramway? Je fais, oui, pas de souci. Et puis une semaine après, bah, ajoute les bus par la même occasion. Et puis là, je vois que mon serveur qui hébergeait du coup l'API commence à être un peu surchargé. Du coup, quand je regarde les logs, je vois qu'il y a à peu près 20 à 30 appels par seconde sur l'API. Je me dis, bah, en fait, ce projet est complètement ouvert. Et du coup, je décide de le refaire plus propre parce qu'à l'époque, je l'avais fait. Donc là, je te dis ça, ça devait être 2 ans après la sortie du projet en 2016. Donc je refais une version beaucoup plus propre que je remets en open source. Et là, il y a plein de gens qui me contactent en me disant, ah, j'ai fait un objet IoT avec ton API. Ah, j'ai fait une application iOS avec ton API. Et en fait, au fur et à mesure, je reçois encore aujourd'hui beaucoup de messages de gens qui me disent, ah, j'ai utilisé ton API pour faire ci, pour faire ça. Et je pense que j'ai un tableau Excel enfin, sur Google Drive avec tous les projets qui ont été faits grâce à mon API. Et je pense que je dois être à plus de presque une centaine de projets différents avec des développeurs qui ont utilisé cette API aujourd'hui. Et ça, c'était un de mes main projects que je maintiens. Après, j'ai refait une nouvelle mise à jour pour rendre plus propre, etc. Après, je l'ai refait sur Symfony avec un système REST beaucoup plus propre. Et là, j'en suis à ma 4e version qui était sortie en 2018 ou 2019, je sais plus exactement, 2019 si je me trompe pas, sur Symfony 4, que je vais peut-être migrer le jour où j'aurai le temps sur Symfony 5, qui reste quand même sensiblement la même chose, mais essayer de l'améliorer encore pour avoir un système de requête qui est encore plus rapide, etc. Donc ça, c'est un projet qui m'a motivé et qui m'a du coup forcé à monter en compétence pour rendre l'application qui, est- qui soit le plus propre possible et le plus performante au fur et à mesure des mises à jour. Waouh. Bah ça, belle progression quand même. From project étudiante ou une centaine de Ouais, projecteurs. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et maintenant, quand j'ai fait les calculs l'année dernière, l'API en 2019 a envoyé plus de 2 milliards de requêtes donc Waouh. sur divers projets partout, partout. Bah, j'ai pas de statistiques sur les pays d'appel de l'API, mais je pense qu'il y a des applications qui agrègent un peu les données RATP qui font appel à une API qui est libre du coup d'utilisation. C'est assez fou. Bah ouais, c'est vraiment une très belle anecdote pour conclure ce podcast. Merci beaucoup Pierre. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? Oui, tout à fait. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur GitHub. Sur GitHub où je suis pas mal actif depuis du coup quelques années, et sur Twitter aussi où je poste pas mal de tweets où je retweet des trucs assez techniques et pas mal de photos d'éléphants. L'éléphant qui est la mascotte de PHP. Il y a plusieurs développeurs et fans de PHP qui ont lancé une mascotte en peluche, et du coup aujourd'hui il y a plus de 50 modèles différents qui sont échangés à travers le monde. Donc c'est une petite passion pour moi et je m'amuse à les échanger avec des développeurs que je rencontre un peu partout. Je poste pas mal de photos de ça, donc voilà. Ok, bah tous tes liens seront dans la description de l'épisode. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cet épisode si vous êtes arrivés jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à mettre des étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur cette plateforme. Encore merci beaucoup Pierre d'avoir accepté mon invitation. C'était un super épisode. C'était vraiment très très cool. Merci Et à toi de m'avoir reçu en tout cas. avec plaisir. Et bah comme d'habitude, tentez les choses car personne ne le fera pour vous. Salut!